Exercice 2 de ce sujet, pardon, écrit comme 2017. Donc un exercice euh, pas trop compliqué, mais qui pourrait effectivement avoir l'air difficile si jamais on ne se souvient pas d'exercices qui étaient dans le cours du chapitre sur les endomorphismes symétriques, donc chapitre 10 si ma mémoire est bonne, où à la fin du chapitre, on avait fait une batterie d'exercices pour laquelle je vous avais dit que ces exercices-là, en fait, on les retrouvait souvent dans les sujets de concours. Alors, pas forcément évidemment avec la même forme de questions que celle que je vous ai donnée dans les exercices, mais avec les mêmes notions. Et bien là, dans cet exercice 2, on retrouvait ce genre de choses dans les questions la question 2E par exemple, dans la question 3A, dans la question 3D. Euh, voilà, donc très simple si on se rappelle du cours, plus compliqué sinon. Alors, première question. De quoi s'agit-il? On note J, la matrice de Mn de R dont tous les coefficients valent 1, justifier qu'il existe une matrice P et une matrice diagonale telle que... en fait, la matrice est diagonalisable. Hein. Donc déjà, J est symétrique. La matrice qui ne contient que D1, c'est une matrice symétrique. Donc, il existe une base orthonormée dans laquelle dans laquelle elle est diagonale. Alors, je peux pas trop dire que... Donc il existe une base orthonormée dans laquelle, si je vais dire ça comme ça, sa matrice est diagonale. Non, je vais pas dire ça comme ça. Ça ne me va pas. Donc, elle est diagonalisable. Dans une base orthonormée. Donc, il existe P appartenant à Mn de R orthogonal et D appartenant à Mn de R diagonale, tel que J égale P D P-1 égale P D transposé de P. Donc, conclusion, il existe P et D appartenant à Mn de R au carré avec D diagonales tel que J égale P D transposé de P. Je vais faire un peu mieux mon D. Voilà pour cette première question. Pas de difficulté et ne pas essayer, comme j'ai tenté de le faire, de finasser sur la rédaction. On y va clairement. Question B. Déterminer le rang de J. Bon. Eh bien, les n vecteurs colonnes de J sont tous identiques. Alors, les n vecteurs colonnes composants, je vais écrire ça comme ça, composants J sont tous identiques et non nuls. Donc, le rang de J est égal à 1. En déduire une valeur propre de J. Bon, on a donc J n'est donc pas inversible. Et 0 est donc une valeur propre.
de J. Ensuite, par le théorème du rang, la dimension du noyau de J plus la dimension de l'image de J est égale à n, donc la dimension de quart de J est égale à n-1. Donc l'espace propre associé E0 de J, c'est n-1 puisque c'est la dimension du noyau. Et jusque-là, il n'y a rien de difficile. Question C. En examinant la trace de J, calculez la matrice, explicitez la matrice D. Donc on a trace de J est égale à n. On a donc trace de J, on a aussi égale trace de PD transposée de P. Or, la trace n'est pas sensible, elle. Alors le produit de matrice est sensible au sens dans lequel on fait le produit. Par contre, la trace, non. Donc je vais avoir la trace de P transposée de P multiplié par D, c'est-à-dire la trace de IN multiplié par D, c'est-à-dire à la trace de D. Donc, donc, trace de D est aussi égale à N. Par conséquent, comme 0 est valeur propre, avec un espace propre de dimension n-1, alors il existe un certain lambda appartenant à R tel que la matrice D soit égale à 0, 0 et le lambda qui est ici, avec des zéros qui sont là. Comme trace de D est égale à n, on en déduit que lambda est égal à n, d'où la matrice D. On a des zéros sur la diagonale, et n ici, avec 0 là et là. Rien de difficile pour cette question 1. Question 2. Montrez que pour tout x1, x2, xn, f de x1, x2, xn est égal à 1,5 multiplié par la somme des xi carré moins xk au carré. Donc là, c'est quelque chose déjà qui va être un petit peu plus délicat. Bon, comment faire? Eh bien, comment dire? Il y a plusieurs façons de s'y prendre. Donc je vais déjà me donner un vecteur x1, x2, xn appartenant à R n. Si je regarde ma somme, alors la somme pour i allant de 1 à n des xi au carré, c'est quoi ça? C'est donc x1 plus x2 plus xn multiplié par x1 plus x2 plus xn. Et donc je vais avoir ici une double somme. La somme pour i allant de 1 à n. Je vais avoir une double somme. Je vais donc avoir x1 au carré plus x1, x2. Si je vais avoir une double somme. De la somme pour j allant de 1 à n des xi, xj. J'ai x1 au carré, x1, x2, c'est ça, c'est bien ça. Donc ça marche bien comme ça. C'est-à-dire, je vais essayer de d'écrire les choses, mettre les carrés d'un côté. Donc je vais avoir la somme pour i allant de 1 à n
de la somme pour j allant de 2 à n j différent de i, dxi xj, plus la somme pour i allant de 1 à n dxi au carré. Et cette somme-là, xi, xj, je vais donc avoir deux fois la somme pour i allant de 1 à n, de la somme pour j allant de i plus 1 à n, des xi, xj, plus la somme pour i allant de 1 à n, des xi au carré. Alors, pourquoi j'ai cette somme-là? Parce qu'ici, quand j'écris cette famille-là, par exemple, là, si je regarde, je vais avoir x1, x2, et quand je vais considérer x2, je vais avoir x2 multiplié par x1. Donc, si j'écris cette somme-là comme ça, je compte deux fois les mêmes produits. Donc, c'est pour ça qu'ici, je ressors avec un 2. Et en m'assurant que j est strictement plus grand que i, je n'ai pas l'égalité. D'où, eh bien, ma somme pour i allant de 1 à n. De la somme, alors je vais écrire ça comme on nous le dit, hein. La somme pour 1 inférieur ou égal à i plus petit que j inférieur ou égal à n, non, je pars de ce qu'on nous donne, donc j'avais raison d'écrire ça. La somme pour i allant de 1 à n dxi au carré, moins la somme pour i allant de 1 à n dxi au carré, ça va être égal en fait à deux fois la somme pour i allant de 1 à n de la somme pour j allant de i plus 1 à n dxi xj, c'est-à-dire deux fois la somme pour i strictement plus petit que j inférieur ou égal à n dxi xj, c'est-à-dire à deux fois f de x1 x de xn. D'où, eh bien, f de x1 x de xn, ça sera bien 1 demi, de cette somme pour i allant de 1 à n dxi au carré, et pour reprendre la même chose que dans l'énoncé, la somme pour k allant de 1 à n dxk carré. Hop, c'est réglé. Deuxième question. Déterminer une matrice M telle que pour tout x appartenant à Rn, f de x est égal à transposé de x mx. Bref, de mettre ça sous la forme classique, entre guillemets, d'une forme quadratique. Bon. Donc, si je regarde ça, donc je vais noter M, ma matrice, des AIJ. On a alors x1, x de xn multiplié par a11, a1n, an1, ann, x1, xn, c'est-à-dire que l'on doit avoir x1, xn multiplié par ici la somme pour j allant de 1 à n des a1j xj, somme pour j allant de 1 à n des anj xj. Alors, il y a une formule pour ça qu'on a vu dans le cours, mais cette formule, moi, je la retiens jamais. Et donc, on va obtenir à la fin la somme pour i allant de 1 à n, de la somme pour j allant de 1 à n, des aij xi xj. Bon. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit égal, donc on a aij qui est là, donc on veut que ce soit égal à la somme pour i allant de 1 à n, de la somme pour j
allant de i plus 1 à n, des xi, xj. Donc les aij que l'on va choisir, ben on n'a pas trop le choix. Ils doivent être égaux soit à 1, soit à 0. Donc il faut donc, on peut choisir déjà que aii est égal à 0 pour tout i dans un n. Et les autres, alors pour que ça marche, il faudrait prendre un demi. Et pour tout i j appartenant à un n au carré, i différent de j, alors si je prends aij égale 1 demi, je vais avoir ici 1 demi de xi xj et 1 demi de xj xi, ce qui me fera bien à la fin 1 xi xj dans le bon sens. Donc la matrice M qui est égale à 1 demi de des 0 sur la diagonale, des 1 partout ici, convient. Ben voilà, déterminer une matrice, j'en ai trouvé une qui va bien. Question C. Exprimer M comme une combinaison linéaire de J et de I. Bon bah on a M égale 1 demi. J c'est la matrice qui n'a que des 1, moins I la matrice qui a que des 1 sur la diagonale, et ça me donne bien la matrice M. D. Question D. En déduire qu'il existe une matrice diagonale delta à déterminer, telle que M est égale à P delta transposé de P. Bon. Donc M, c'est 1 demi de J moins 1 demi de I, c'est-à-dire 1 demi de P D transposé de P, moins 1 demi de I, que je vais réécrire comme P transposé de P. C'est-à-dire que je vais mettre 1 demi de P en facteur à gauche. Facteur de, je vais avoir ici D multiplié par transposé de P, moins transposé de P. Je mets transposé de P en facteur à droite. Alors non, pardon, je vais rentrer le 1,5 là-dedans. Je vais le laisser sortir, pour le moment. 1 demi de P, D moins I, transposé de P, c'est-à-dire 1 demi, alors P multiplié par 1 demi de D moins I, multiplié par transposé de P. D et I sont diagonales. Donc, la matrice 1 demi de D moins I l'est aussi. Posons delta égale 1 demi de D moins I. Donc il existe une matrice delta diagonale. On peut choisir delta égale 1 demi de D moins I, tel que M est égal à P delta transposé de P. Donc non seulement la matrice M est diagonalisable, mais en plus elle est diagonalisable dans la même base que celle dans laquelle la matrice J est elle-même diagonale. Question E. Alors la question E, ça peut être une vraie question difficile. Montrer que la fonction f admet un minimum et un maximum sur l'ensemble machin. Bon. L'ensemble S, on ne nous le dit pas, mais si on se réfère à des choses que l'on a dit dans le chapitre 12 sur les extrémas des fonctions de plusieurs variables, lorsque l'on a parlé d'ensemble ouvert, fermé et ainsi de suite, la proposition 9 nous dit que S est un fermé. Alors même si c'est vrai que il est écrit dans le programme que maintenant on doit vous le dire, j'ai volontairement laissé ça comme ça, parce que ça faisait partie du cours. S est un fermé.
f est polynomial, donc continue sur Rn, donc également sur S. Par le théorème des bornes atteintes, alors, il manque un petit truc, il est fermé, mais je n'ai pas dit qu'il était borné. Or, si je prends x1, x2, xn appartenant à S, alors vous avez x1 carré plus xn carré qui est égal à 1, c'est-à-dire que la norme de, je vais appeler ça x, la norme de x au carré est égale à 1, c'est-à-dire que la norme de x est égale à 1. Donc tous les éléments de S sont de norme 1. Donc pour tout x appartenant à S, norme de x est égale à 1. S est donc borné. Alors je me rends compte que j'ai marqué les S de deux façons différentes. On va faire comme ça. S est donc borné. Par le théorème des bornes atteintes, f admet un minimum et un maximum sur S. Alors évidemment, ce théorème, on l'a déjà utilisé, son problème c'est qu'il ne nous donne pas la valeur du minimum, du maximum, ni même les endroits où ils sont atteints. Mais c'est pas grave, là on va faire autrement. Bon, donner la valeur minimale et la valeur maximale de f sur S. Qu'est-ce que c'est que f? Pour tout x appartenant à S, vous avez f de x qui est égal à transposé de x, mx, et on a démontré dans comment dire, on a démontré dans un exercice du cours, ça devait être l'exercice, je vais vous le dire, l'exercice 33, que pour une forme quadratique, eh bien, on avait f de x qui était compris entre la plus petite valeur propre et la plus grande valeur propre. Donc pour ça, on va s'intéresser aux valeurs propres de m. Or, m est égal à p delta transposé de p avec delta qui est égal à 1 demi de d moins i, c'est-à-dire 1 demi de d. D, c'est la matrice avec que des 0 et ici avec n. 0 et 0, moins la matrice identité, donc que des 1, 0 et 0. C'est-à-dire la matrice donc, qui va être égale à 0 moins 1, donc moins 1 demi, et ensuite vous allez avoir ici n-1 sur 2 comme dernière valeur propre. Donc le spectre de m, qui est égal au spectre de delta, ne contient que deux valeurs propres, qui sont moins 1 demi et n-1 sur 2. Avec ça, il va falloir redémontrer ce que l'on a fait dans l'exercice 33. Donc pour ça, on se donne un vecteur x, alors je vais noter petit x, dans Rn, grand X, qu'est-ce que c'est que grand X? Son vecteur colonne de coordonnées dans la base en question, donc dans la base canonique de Rn. Bon. On a que f de x est égal, d'après la question 2b, à transposé de x mx, c'est-à-dire transposé de x, p delta transposé de p x, c'est-à-dire la transposée de la
la transposée on a donc la transposée de x multipliée par la transposée de p, je vais écrire ça comme ça, delta, transposée de px, c'est-à-dire la transposée de px multipliée par delta, multipliée par la transposée de, non pas de x, mais de px. Notons h1, h2, hn, la transposée de px, on a f de x qui va être égal à h1, hn, multiplié par la matrice delta, donc moins 1 demi, n-1 sur 2, 0 et 0, multiplié par h1, hn, c'est-à-dire à moins 1 demi de h1 carré, plus, alors moins 1 demi de h2 carré, moins 1 demi de hn-1 au carré, plus n-1 sur 2 hn au carré. Bon. Et ici, évidemment, n-1 sur 2 est supérieur ou égal à moins 1 demi, donc f de x va être supérieur ou égal à moins 1 demi, facteur de h1 au carré plus hn au carré, c'est-à-dire moins 1 demi, multiplié par la norme de px, alors pardon, non pas de p, mais de transposée de p, x au carré. Or, cette norme, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut la transposée de px, multipliée par la transposée de px, c'est-à-dire la transposée de x, p transposée de px. Comme p multiplié par sa transposée, c'est l'identité, vous avez transposé de x, c'est-à-dire la norme de x au carré. Donc, pour tout x appartenant à Rn, vous avez que f de x est supérieur ou égal à moins 1 demi de norme de x au carré. De même, f de x va être inférieur ou égal à n-1 sur 2 multiplié par norme de x au carré, car moins 1 demi est inférieur ou égal à n-1 sur 2. Et donc, ce qu'on vient de démontrer, pour tout x appartenant à Rn, vous avez moins 1 demi qui est inférieur ou égal à f de x, à moins 1 demi de norme de x au carré, plus petit que f de x, plus petit que n-1 sur 2, norme de x au carré. Donc ça, c'est une chose que l'on a vue dans un exercice du cours que je ne fais que redémontrer ici. Par ailleurs, si x appartient à S, vous avez norme de x au carré qui vaut 1, donc pour tout x appartenant à S, moins 1 demi, plus petit que f de x, plus petit que n-1 sur 2. Reste à montrer qu'ils sont atteints. Cette question, elle est un petit peu longue, c'est vrai. Donc si je me donne U, un vecteur propre de la matrice M associée, alors je note ça grand U, à la valeur propre 1 demi, alors pardon, non pas 1 demi, mais moins 1 demi, et de norme 1. Donc on a f de U qui va être... Alors, soit petit u, le vecteur de Mn, le vecteur de Rn associé à grand U. Alors, U appartient à S et f de U, ça sera la transposée de U multipliée par MU, c'est-à-dire
transposé de U multiplié par moins 1 demi de U, c'est-à-dire moins 1 demi de transposé de UU, c'est-à-dire moins 1 demi. Donc, moins 1 demi est un minimum pour F sur S. De même, je vais prendre, si V est un vecteur propre de M, associé à l'autre valeur propre, de norme 1, petit v son vecteur de Rn associé, on a f de v qui va être égal à n-1 sur 2 multiplié par transposé de vv, c'est-à-dire ici n-1 sur 2. Donc, n-1 sur 2 est atteint, est un maximum pour f sur l'ensemble S. Hop, c'est réglé. Et on a terminé la question 2. Question 3. Dans cette question, M est une matrice qui est symétrique et dont toutes les valeurs propres sont strictement positives. Démontre soit eu l'endomorphisme de Rn dont A est la matrice dans la base canonique de Rn. Justifier que A est diagonalisable. Bon bah A est symétrique. Donc diagonalisable dans une base orthonormée. Hop, on en a même dit plus que ce que nous ont demandé. Donc, si je note, si on note lambda 1, lambda n, ses valeurs propres, il existe une matrice P orthogonale telle que A égale P multiplié par la matrice lambda 1, lambda n 0, 0 multiplié par la transposée de P. Comme toutes les valeurs propres sont strictement positives, je vais prendre comment je vais l'appeler? Je vais considérer la matrice B qui sera égale à P racine de lambda 1 racine de lambda n. Ça aussi on l'a fait dans le cours, multiplié par la transposée de P. C'est un autre exercice dans le même style que celui qu'on a fait avant. Alors, B carré, ça sera donc P, cette matrice-là, transposée de P, P, cette matrice-là, transposée de P, c'est-à-dire P multiplié par lambda 1, lambda n, transposé de P, c'est-à-dire A. Donc, il existe B appartenant à Mn de R, tel que B carré est égal à A. On a même des informations supplémentaires sur cette matrice B, notamment qu'elle va être inversible, puisque comme les valeurs propres de A sont strictement positives, les valeurs propres de B le seront aussi. Petit b. À l'aide de l'endomorphisme V et de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, montrez que... Bon. Donc je me donne xy appartenant à Rn au carré. On peut remarquer que
B est symétrique, donc V va l'être aussi. Donc B est symétrique. Pourquoi? Vous avez B qui est égal à P multiplié par racine de lambda 1, racine de lambda n, 0 et 0, multiplié par la transposée de P. Donc, la transposée de B va être égale à la transposée de P multiplié par la transposée de cette matrice qui est diagonale, donc qui va être égale à sa propre transposée, multiplié par la transposée de P, c'est-à-dire P, racine de lambda 1, racine de lambda n, 0, 0, transposée de P, c'est-à-dire B. Donc B est symétrique. Donc V aussi. Donc ça, c'est un premier point important. Deuxième point, les valeurs propres de B sont racine de lambda 1 qui est strictement positif, racine de lambda n qui est strictement positif, donc B, et par conséquent V, est inversible. Donc ça va être important pour la suite. Ensuite, si je regarde ce qu'on me demande, pour tout x, y, u de x, x, y au carré est inférieur à u de x, x, multiplié par u moins 1 de y, y. Bon, et on me dit d'utiliser v. Alors, je vais m'intéresser à x, y au carré, et je veux que pour le y, j'ai du moins 1, pour le x, j'ai du u. Alors, si j'utilise u directement, ça va coincer, mais je vais utiliser v. Donc je vais dire ici, par exemple, que j'ai v moins 1 rond v de x, y, au carré. Est-ce que c'est judicieux de faire ça? Si je vais faire... hop, et je vais faire v rond v moins 1 de y ici. Au carré. Alors j'oublie de refermer ça. D'après Cauchy-Schwarz, ça va être plus petit que... non, je vais laisser le y ici. Et donc, comme v et v-1 sont symétriques, je vais donc avoir v de x, v-1 de y, car v-1 est symétrique. J'ai montré que v était inversible et symétrique, donc v-1 va l'être aussi. Or, d'après Cauchy-Schwarz, ça va être plus petit que la norme de v de x au carré, multiplié par la norme de v-1 de y au carré, d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Or, la norme de v de x au carré, ça va être v de x multiplié, enfin, scalaire v de x, c'est-à-dire par symétrie de v, je vais donc avoir x, v carré de x, par symétrie de v, c'est-à-dire x, u de x, ou u de x, x par symétrie du produit scalaire. Et de même, v-1 de y au carré, ça va être v-1 de y, v-1 de y, c'est-à-dire y, v carré, alors v-1 carré de y, c'est-à-dire y, u de y, u-1 de y, pardon, par symétrie là aussi, de v-1. D'où, pour tout x, y, dans Rn au carré, x scalaire y au carré va être plus petit que u de x, x, multiplié par u-1 de y, y.
Question suivante. Pour un x non nul donné, trouver un y tel que cette inégalité soit une égalité. Donc je me donne x appartenant à Rn. Bon. Et il faut que j'arrive à transformer ça en une égalité. Donc il faudrait que j'ai ici une égalité. Alors si je prends x et quelque chose au carré, il faudrait que là j'ai la même chose. Donc j'ai u de x, x, ça ne va pas changer. Ici il faudrait que j'ai u de x, x pour avoir ça au carré. Et donc si je mets ici u de x, ça devrait marcher. Donc ça, hop, multiplié par u-1 de u de x, u de x. Ça va donc me faire x u de x, multiplié par x u de x, c'est-à-dire x u de x au carré. Donc si je prends y égale u de x, ça marche. Donc si y est égal à u de x, alors l'inégalité précédente est une égalité. Hop. Ça c'est bon. Question D. En déduire que inf de u de x, x, u-1 de x, x est égal à 1 pour x appartenant à Rn et norme de x est égale à 1. Bon. Alors, si je me donne ici x appartenant à Rn tel que norme de x soit égale à 1, alors u de x, x multiplié par u-1 de x, x est supérieur ou égal à norme de x, x au carré, produit scalaire de x avec x au carré, c'est-à-dire norme de x à la puissance 4, c'est-à-dire 1. Donc finalement, pour tout x appartenant à Rn, tel que x est égal à 1, eh bien on a u de x, x, multiplié par u-1 de x, x, qui est supérieur ou égal à 1. Donc on n'a pas encore montré l'égalité, mais on a montré que on était supérieur ou égal à 1. Donc la borne inférieure, elle est supérieure ou égale à 1. Maintenant, il va falloir trouver un élément qui va faire que l'on va obtenir exactement 1. Alors, évidemment, on pourrait se dire que le u de x de la question 3c, il pourrait sans doute nous être utile. Mais je vois pas trop bien comment, c'est pas très grave. Par contre, si on revient avant, il y a sans doute un lien avec des valeurs propres. Alors ici, les valeurs propres, on ne les a pas. Néanmoins, bon. Donc l'endomorphisme U est diagonal. Diagonalisable. Donc, admet au moins une valeur propre lambda. Je vais prendre x, un vecteur propre associé à lambda de norme 1. J'ai donc u de x, x, scalaire u-1 de x, x, qui est égal à lambda x, x, scalaire u-1 de x, x, une nouvelle page,
Donc il faudrait travailler sur le U-1. On a U de x est égal à lambda x, donc U-1 rond U de x est égal à lambda U-1 de x, c'est-à-dire que x, donc x est égal à lambda U-1 de x, donc U-1 de x est égal à 1 sur lambda x. Alors, de norme 1, et il me faut pour ça une valeur non nulle. De toute façon, elles sont toutes non nulles puisque U est supposé... Alors, est-ce que U est supposé... tout d'un coup, j'ai un doute. Toutes les valeurs propres sont strictement positives. Donc, pas de problème, on a ça. Donc, on peut en déduire que U de x est égal à lambda x multiplié par 1 sur lambda x, c'est-à-dire lambda multiplié par 1 sur lambda, x scalaire x scalaire x, mais ça vaut 1, est égal à 1. Donc le 1 est atteint. Donc l'inf, qui est en fait un min, pour x appartenant à Rn, norme de x égale 1 d U de x multiplié par U-1 de x est égal à 1, puisque c'était plus grand que 1 et qu'on vient de prouver que le 1 était atteint. Donc en fait, cette inf est même un min. On ne nous le demandait pas, mais on a cette information. Quatrième question. Quatrième et dernière, je crois, à moins qu'il nous en reste de l'autre côté. Montrer que A est inversible et déterminer A-1. Donc le déterminant de A va valoir 1 fois 2 moins 1, c'est-à-dire 1 est différent de 0. Donc A est inversible. Hop, 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 pas de problème. Ensuite, A-1 va donc être égal à 1 sur 1 multiplié par la matrice dans laquelle eh bien, on va échanger les coefficients diagonaux et prendre les opposés des autres. Oui, c'est ça, je ne me suis pas trompé. Donc, on va avoir ici du 2, moins 1 et 1. Hop. Question 4a, c'est plié. Question vraiment triviale. Montrer que toutes les valeurs propres de A sont strictement positives. Donc, soit lambda est une valeur propre de A. Alors, je peux tout dire ça, que lambda est valeur propre de A, si et seulement si le déterminant de A moins lambda multiplié par I2 vaut 0. Or, donc, le déterminant de A moins lambda I2, c'est donc égal au déterminant de 2 moins lambda, moins 1, moins 1, 1 moins lambda, c'est-à-dire 2 moins lambda multiplié par 1 moins lambda, moins 1 au carré, donc moins 1. Ce qui va nous faire du lambda carré, moins lambda, moins 2 lambda, donc moins 3 lambda, plus 1. Le produit doit faire 1, la somme doit faire 3. Ici, oui, je peux conclure gentiment en disant que le produit des valeurs propres de A est égal à 1. Donc, ces valeurs propres sont non nulles. Et de même signe, puisque le produit est positif.
Là, leur somme vaut 3. Elles sont donc positives. Conclusion. Sinon, on peut les déterminer avec un discriminant. Hein. Les valeurs propres de A sont toutes dans R plus étoile. Je trouve plus joli, entre guillemets, de dire les choses comme ça. Dernière question. En déduire le minimum de la fonction g définie par, sur R2 par g de x1 égale produit de machin plus de machin sous la contrainte x1 plus x2 égale 1. Donc question C. La contrainte x1 plus x2 égale 1. Donc il faudrait bien sûr utiliser la question 3, donc soit U, l'endomorphisme associé à A, qui est symétrique, avec ses valeurs propres strictement positives, et U qui a x, y, va associer x plus y et x plus 2y. U est bijectif et U-1, c'est l'endomorphisme qui a xy associé. Cette fois, on utilise la matrice A-1 qui est ici, donc 2x moins y. Et moins x plus y. Bon. Alors, ici, si je regarde U de xy, alors U de x1, x2, scalaire x1, x2, je vais avoir x1 plus x2 multiplié par x1, plus x1 plus 2x2, j'aurais dû utiliser x1 et x2, multiplié par x2, c'est-à-dire x1 au carré, plus x1, x2, plus x1, x2, plus 2x2 au carré, c'est-à-dire x1 au carré plus 2x2 au carré, plus 2x1, x2. Et si je regarde ensuite U-1 de x1, x2, scalaire x1, x2, je vais avoir quoi? Je vais avoir 2x1, je regarde ça comme ça, donc 2x1 au carré, moins x1, x2, moins x1 au carré, moins x1, pardon, x2, plus x2 au carré, c'est-à-dire 2x1 au carré plus x2 au carré moins 2x1 x2. Donc finalement, g de x1 x2 est égal à, alors, g de x1 x2 est égal à u de x1 x2 scalaire x1 x2 multiplié par u-1 de x1 x2 scalaire x1 x2. Et x1 au carré plus x2 au carré égale 1 équivaut à norme de x1 x2 au carré égale 1 qui équivaut lui-même à norme de x1 x2 égale 1. Donc d'après
la question 3D, le minimum de G, sous la contrainte x1 au carré plus x2 au carré égale 1 vaut 1. Et on a terminé cet exercice avec des questions un peu longues, un peu plus compliquées qu'il n'y paraît, et surtout il fallait bien se rappeler de propriétés du cours, comme souvent d'ailleurs.